Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes à Tel Aviv aujourd'hui. Mon invité est Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien de 2006 à 2009. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Ravi d'être là. Commençons, si vous le voulez bien, avec la situation politique en Israël qui est, c'est le moins que l'on puisse dire, particulièrement chaotique depuis quelque temps. 3 élections en moins d'un an, un blocage politique, aucune majorité claire d'un côté ou de l'autre. Mais finalement, le président Rivlin vient de charger Benny Gantz de former le prochain gouvernement. Est-ce que vous avez été surpris par cette annonce que Benny Gantz parvienne à obtenir 61 députés, le soutien de 61 députés ? Non, pour moi, c'est un choix naturel. À vrai dire, on n'avait pas vraiment besoin d'avoir recours à 3 élections. La raison pour laquelle nous avons entamé ce processus difficile, c'est parce que Netanyahou a rencontré un certain nombre de problèmes personnels. Et il a cherché à ménager le processus politique avec ses intérêts personnels. Ce sont des intérêts personnels qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Donc il a échoué dès lors qu'il a essayé de former un gouvernement au mois d'avril, puis au mois de septembre. Et encore une fois, il n'arrive pas à former un gouvernement. Et à vrai dire, la majorité du Knesset a proposé la nomination de Benny Gantz pour former un gouvernement. Et je trouve que c'est donc un processus tout à fait naturel. C'était naturel pour le président Rivlin de proposer une telle chose. Mais le problème, c'est que Benny Gantz, il reçoit d'un côté le soutien des Arabes israéliens, de l'autre de l'extrême droite avec Israël Beitenu. Ces deux-là se détestent cordialement, se demandent combien de temps un tel attelage peut tenir. Est-ce que l'on peut se retrouver finalement avec de nouvelles élections dans un an si cette majorité un peu bancale s'écroule ? Tout d'abord, malgré les différences entre les Arabes d'un côté et Lieberman de l'autre, ces deux partis ont proposé Gantz. En soi, c'est une percée politique pour l'Israël. Mais je dois rappeler une chose qui, selon moi, est fondamentale. Les Arabes font partie de l'État d'Israël. Ce sont des citoyens de plein droit. Et d'ailleurs, lors des dernières élections, ils ont remporté 15 sièges au Parlement. C'est un record et je pense que pour moi, ils doivent faire partie de toute prise de décision politique dans le pays. Pour moi, le fait que les Arabes soutiennent également le groupe parlementaire qui a proposé Benny Gantz, pour moi, c'est une vraie percée et je m'en réjouis. Alors, si cette situation va être d'une stabilité pérenne, nous allons voir. Tout d'abord, Benny Gantz va devoir former un gouvernement, ce qui va enchaîné avec une certaine dynamique. Il y a un certain nombre de partis qui, à l'heure actuelle, sont liés à Netanyahou, qui vont devoir revoir leur positionnement, notamment les partis ultra-orthodoxes. Donc nous allons constater un certain nombre de changements à l'avenir. Mais une chose est claire, un Premier ministre qui n'a pas réussi à 3 reprises à former un gouvernement en l'espace d'1 an, qui n'arrive pas à avoir suffisamment de soutien, ne peut pas continuer. Le Likoud et Netanyahou, à l'heure actuelle, ne cherchent pas à résoudre les problèmes auxquels fait face Israël. Ils ne cherchent qu'à protéger Netanyahou. Ils cherchent simplement à faire en sorte que Netanyahou reste au pouvoir à tout prix. Alors vous aussi, lorsque vous étiez Premier ministre, vous avez été accusé de corruption, vous avez démissionné, plus tard vous avez été condamné, vous avez passé 16 mois en détention. Aujourd'hui, votre successeur, vous l'évoquez, Benyamin Netanyahou, est non seulement accusé, mais il est surtout mis en examen, inculpé. Son procès va débuter au mois de mai, mais il refuse de quitter le pouvoir, lui. Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable dans un pays démocratique ? Tout d'abord, je dois dire une chose. Quand j'étais Premier ministre, je n'ai jamais été accusé, ni mis en examen, ni inculpé pour quelque charge que ce soit liée à mon mandat de Premier ministre. Toutes les charges à mon encontre, montées par mes opposants politiques, ce n'était que des rumeurs colportées par Netanyahou et les amis israéliens et américano-israéliens de Netanyahou. Les charges à mon encontre étaient plutôt liées à des événements
de mon passé, alors qu'à l'heure actuelle, avec Netanyahou, toutes les charges à son encontre sont liées à des événements qui se sont produits dans la réalisation de son mandat de Premier ministre. Pour moi, il s'agit d'une différence fondamentale. J'ai pris la décision de démissionner très tôt dans le processus parce que pour moi, ce n'était pas digne d'un Premier ministre d'être en confrontation directe avec les forces de l'ordre du pays. J'ai été très clair à l'époque et je sais que malheureusement, les tribunaux ont peut-être commis une erreur à l'époque à mon égard, mais finalement, nul n'est supérieur à la loi. J'en ai souffert, mais j'ai accepté la décision de la justice. Netanyahou, c'est tout à fait différent, parce que non seulement il s'estime être supérieur à la Cour, mais également supérieur à l'État. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir envie de revenir en politique depuis que toutes ces affaires sont désormais derrière vous? Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent que je revienne en politique, mais à l'heure actuelle, je pense que j'ai besoin de réfléchir un peu plus. C'est trop tôt. Tout autre sujet maintenant. Que pensez-vous du plan de paix de Donald Trump, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce qu'il est aussi horrible que le dépeignent les Palestiniens? Est-ce qu'il est aussi fantastique, finalement, que le dit Benjamin Netanyahou? Tout d'abord, je dois dire que, selon moi, Netanyahou ne trouve pas que ce plan soit un plan fantastique. Si c'était le cas, il aurait dit ouvertement que je suis en faveur d'un État palestinien. Vous le savez très bien que le plan, selon Trump, c'est un plan basé sur les deux États, un État israélien et un État palestinien. Mais Netanyahou n'est d'accord qu'avec 30% du plan Trump. Mais il n'est pas d'accord avec l'intégralité du plan. Pour lui, il est en faveur d'une annexation unilatérale de la vallée du Jourdain et l'annexation d'un certain nombre de colonies. Mais il est contre la base fondamentale du plan Trump, c'est-à-dire l'existence de deux États. J'ai rencontré Mahmoud Abbas aux États-Unis il y a quelques semaines. Et je me souviens que je lui ai dit à ce moment-là, « Monsieur le Président, je comprends votre désaccord. Mais au lieu de vous concentrer sur les points négatifs, il faut davantage vous concentrer sur les points positifs. Par exemple, dans le plan Trump, il est fait mention de deux États. Donc allez voir Netanyahou et dites-lui que vous êtes prêt à négocier sur cette base, sur la base du plan Trump, en tant que les deux États restent dans le plan. Pour moi, le plan de Trump n'est pas idéal. En fait, c'est plus une base de toute négociation à venir. Qu'en est-il des colonies israéliennes en Cisjordanie? Alors, pour la première fois, les États-Unis ont dit qu'à leurs yeux, désormais, elles étaient légales. Ce n'est pas ce que dit le droit international. Vous, parmi d'autres Israéliens, vous êtes pour qu'il y ait un État palestinien, pacifique bien entendu, mais comment un tel État pourrait exister avec autant de colonies et donc pas de continuité territoriale? Je pense que l'État d'Israël doit avoir une continuité territoriale. Ici, ce qui est difficile à savoir, c'est comment séparer les deux peuples. La base, la clé de cette situation, de tout processus de paix, de toute paix pérenne, c'est d'avoir une séparation entre nous et les Arabes. Mais comment on le fait avec les colonies? Il faudra faire sans. Il faudra se retirer de la plupart de nos colonies. Nous allons avoir 3 centres démographiques. En Cisjordanie qui sera sous la souveraineté israélienne. Il faut dire qu'Israël va échanger des territoires de même superficie avec les Arabes. Donc finalement, les frontières entre les deux États dépendront des lignes établies en 67. Alors, ce ne sera pas exactement les mêmes lignes, mais ce sera des États de la même superficie. Il faut savoir que beaucoup de colonies vont devoir être déplacées pour permettre à l'État palestinien et israélien d'avoir une continuité territoriale.
C'est dans l'intérêt de l'État d'Israël afin d'avoir une séparation très claire. Israël doit être un État juif et la Palestine doit être un État pour les Palestiniens. C'est le seul moyen d'y arriver. Donc, quand je dis que nous sommes en faveur de la proposition de retirer un certain nombre de colonies, ce n'est pas parce que je soutiens les Palestiniens, c'est parce que je soutiens Israël. Et c'est le seul moyen de protéger l'identité israélienne. On entend régulièrement, côté israélien, notamment dans le gouvernement actuel, qu'il n'y a pas de partenaire pour la paix côté palestinien. Vous avez négocié directement, vous l'avez dit, avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Alors dites-nous, est-ce que c'est un partenaire fiable pour la paix ? Tout d'abord, pour moi, Mahmoud Abbas est un homme tout à fait correct, digne. Il n'est pas membre du parti Likoud. En Israël, c'est clair. Il n'est même pas sioniste, c'est clair. Il est palestinien. Donc il ne va pas soutenir les propos ou les propositions venant des partis d'extrême droite. Il ne le fera jamais, parce qu'il représente son propre peuple. Nous avons certainement des points de divergence, mais lui, il est contre le terreur, il est pour la paix avec Israël. Je lui ai proposé à l'époque le meilleur plan pour la paix qui soit, qui n'a jamais été proposé par un Premier ministre israélien. Il avait déjà déclaré à la télévision, on était si près de trouver un accord. Et c'est pour cela qu'à l'époque, on voulait me faire expulser du Parlement, parce que j'avais proposé de retirer Israël d'un certain nombre de territoires. Donc on ne voulait plus que je sois Premier ministre. Mais le fait est que j'ai proposé un plan pour la paix à l'époque. Abbas, à l'époque, n'a pas accepté. Il n'a pas refusé non plus, mais il n'a pas accepté. Il n'a pas dit oui. C'était là son erreur fatale. Et depuis 10 ans, le gouvernement israélien, sous la direction de Netanyahou, n'a jamais proposé d'accord, n'a jamais cherché un accord qui proposerait une solution à 2 États. Mais le seul moyen d'avoir un État israélien pacifique, c'est d'avoir 2 États. C'est le seul moyen d'arriver à un État israélien. Pour y arriver, il faudrait faire de vraies avancées. Ce serait difficile d'y arriver. En tant que Premier ministre, il faut prendre des décisions qui sont difficiles à prendre. Il faut éviter tout raisonnement populiste et démagogue. Alors vous avez été Premier ministre, on le sait, mais avant ça, vous avez aussi pendant 10 ans été maire de Jérusalem. Et vous dites que Jérusalem doit être divisée finalement, c'est-à-dire doit être la capitale d'Israël pour l'ouest de Jérusalem, la capitale du futur État palestinien pour l'est de Jérusalem. Ce n'est pas quelque chose que l'on entend aujourd'hui très souvent en Israël. Il faut dire la vérité. Et je pense qu'il faut que nous disions la vérité, mais la vérité réelle, pas simplement les slogans superficiels, vides de tout sens. J'avoue, j'en ai fait usage à l'époque. J'assume la responsabilité de ce que j'ai dit à l'époque. Mais il faut être honnête avec soi-même. Abu Diaz, Beit Hanin, Jabal Makbal, les camps de réfugiés de Rafat, ce ne sont pas Jérusalem. Ce sont des parties de notre État qui ont été annexées depuis 1967, mais qui ne font pas partie de Jérusalem. Les seules zones qui sont d'une importance essentielle se trouvent dans les lieux saints. La vieille ville, le mont des Oliviers. Nul ne peut prétendre à la souveraineté unique de ces zones-là, de ces lieux saints. Il y a d'autres parties de la ville de Jérusalem qui vont représenter la capitale arabe. Les lieux saints vont se trouver seulement sous la souveraineté divine. Je voudrais évoquer avec vous la vallée du Jourdain. On en parle beaucoup ces derniers temps. Benyamin Netanyahou, on le sait, veut l'annexer le plus rapidement possible. Pas uniquement d'ailleurs pour des raisons de sécurité. Vous aviez proposé des alternatives il y a 12 ans, vous voudrez peut-être en dire un mot. Mais aussi parce qu'il y a ce sentiment de la vallée du Jourdain, c'est notre terre, c'est la terre d'Israël. Quelle est votre position? Est-ce que vous estimez que la vallée du Jourdain est en partie la terre d'Israël et qu'il faudrait l'annexer? Il y a un moyen de résoudre ce problème de sécurité sans annexer la vallée du Jourdain.
Finalement, la question est simple. Si on dit qu'on cherche la paix, il faut faire un certain nombre de compromis. Bien sûr, d'un point de vue historique, pour le peuple israélien, toute la Cisjordanie fait partie des mémoires, du patrimoine, de l'imaginaire. Mais pour arriver à la paix, aujourd'hui, la paix est essentielle. Donc il faut trouver un juste équilibre. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas continuer à se dire que tout nous appartient. Il faut faire un certain nombre de compromis. Et Israël, à l'heure actuelle, est suffisamment fort, puissant, pour pouvoir se défendre. Même en vertu des circonstances actuelles, même en se retirant des zones en Cisjordanie. C'est le moyen d'y arriver. Et pour y arriver, il faut faire preuve de force, de courage. Et avant tout, nous avons besoin d'un homme politique qui pensera à l'avenir du peuple et pas à l'avenir de lui-même. Un mot sur l'Iran, pour finir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en parle à longueur de temps, depuis des années. L'Iran veut détruire Israël, l'Iran va se doter très prochainement d'une bombe nucléaire. Vous avez été au pouvoir en Israël. Quelle est la réalité? Est-ce que Netanyahou dit vrai? Est-ce que l'Iran pose une menace immédiate, existentielle pour l'État d'Israël? Tout d'abord, je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. De par le passé, Israël a fait face à des menaces nucléaires venant de Syrie. Il y avait à l'époque une centrale nucléaire en Syrie et j'ai donné l'ordre de le détruire. Ce n'était pas une décision facile à prendre, c'était une décision qui était très complexe à prendre, surtout à l'époque, il y a 12 ans. Mais c'est une décision que j'ai prise sans pour autant en faire la promotion dans les médias. Mais Netanyahou, il ne fait que parler. Certes, l'Iran est problématique, mais la vie, finalement, n'est pas si facile que cela. La vie est un long cours semé d'embûches, et Iran fait partie. Et j'ai eu affaire à Iran de par le passé, et je pense que les menaces venant d'Iran ne sont pas d'ordre existentiel. Et il me semble que parfois, le discours général qu'utilise Netanyahou quand il parle de l'Iran, quand il parle de ce danger iranien, est profondément exagéré. Merci beaucoup Ehud Olmert d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à Mathias Somm et Cécile Geluccio à la réalisation et merci à vous de nous avoir suivis. Très très bonne journée. Merci beaucoup.